sens planer un doute, là. Oh, vous êtes comme moi. Je veux dire, il m'arrive d'avoir des doutes. Ainsi tenez, l'autre soir, en rentrant dans mes foyers plus tôt que d'habitude, il y avait quelqu'un dans mes pantoufles. Mon meilleur ami, dites donc. Si bien que je me demande si, quand je ne suis pas là, il ne se sert pas de mes affaires. Je vais vous jouer une étude de sort. Sort était espagnol de 1778 à... Ah, j'ai des doutes. C'est pas sa pointure, vous comprenez? Alors il la force. Après, moi, quand j'entre... Sort était espagnol de 1778 jusqu'à sa mort. Après de très belles études, il en a écrit plusieurs, très belles aussi, dont la 5e que je vais vous interpréter, si vous le permettez, mesdames, messieurs. J'ai horreur qu'on se serve de mes affaires. Pour quelques francs, il a une paire de pantoufles n'importe où, il n'est pas obligé de... 5e étude de sort. Mon pyjama, c'est pareil. Depuis qu'il a acheté le même, je ne retrouve plus le mien. Il s'en sert, il n'y a pas de doute. Ma femme ne voulait pas le croire. Je lui ai dit, tu verras, un de ces jours, il se servira aussi de tes affaires. Mon vieux, ça n'a pas raté. Le lendemain, je retrouve son soutien-gorge dans la poche de son par-dessus. Il s'en sert, il n'y a pas de doute. Un soir, j'arrive sur le palier, j'entends « Profitons-en pendant qu'il n'est pas là, débarrasse-toi de ton bonhomme de mari, c'est un rabat-joie !» J'entre, je dis à mon copain qui était là, hé, oh, baisse un peu la radio, on l'entend d'en bas. Il s'en sert, il n'y a pas de doute. 3 jours après, j'entre, je le retrouve dans mon lit, en train de fumer une cigarette. Une des miennes. Je dis à ma femme qui était à côté, tu peux pas l'empêcher de fumer, non? Il va brûler mes draps. Il s'en sert, il n'y a pas de doute. Alors, mes pantoufles, mon pyjama, ma radio, mes cigarettes, pourquoi pas ma femme pendant qu'il y est? Vous vous faites des idées. On a tous un peu l'esprit faussé. Vous savez comment on en arrive à avoir l'esprit faussé? Je vais vous expliquer. Au début, je voulais mettre une cravate. Ma femme me dit, quelle cravate veux-tu mettre? Veux-tu mettre cette cravate-ci ou cette cravate-là? J'ai dit, tiens, je vais mettre cette cravate-ci. Elle me dit, oh, pourquoi? Cette cravate-là est tellement mieux. Et j'ai mis cette cravate-là. Et un jour, j'ai compris. Quand elle m'a dit, veux-tu mettre cette cravate-ci ou cette cravate-là? Comme je voulais mettre cette cravate-ci, j'ai dit, tiens, je vais mettre cette cravate-là. Elle me dit, oh, pourquoi? Cette cravate-ci est tellement mieux. Et j'ai fini par mettre cette cravate-ci
C'est celle que je voulais. Vous avez compris? Je veux dire par là qu'on en arrive à demander autre chose que ce qu'on désire. Vous avez compris? Autre exemple. Je voulais m'acheter une paire de bretelles. La vendeuse me dit, monsieur, quelle bretelle voulez-vous? Voulez-vous cette paire de bretelles-ci ou cette paire de bretelles-là? Comme je voulais cette paire de bretelles-ci, j'ai dit, tiens, je vais prendre cette paire de bretelles-là. Et la vendeuse m'a vendu celle-là. Ah non, c'est pas celle-là. Non, non, non. Parce que quand je suis arrivé à la maison, ma femme m'a dit, oh, pourquoi tu as acheté cette paire de bretelles-là? Je dis, mais je voulais pas cette paire de bretelles-là. Je voulais cette paire de bretelles-ci et la vendeuse m'a vendu celle-là. Elle m'a dit, qu'est-ce qu'elle a, celle-là? Qu'est-ce qu'elle a? Non, non, en parlant de la vendeuse. Alors elle a ramené cette paire de bretelles-là, et elle m'a ramené cette paire de bretelles-ci, c'est celle que je voulais. Vous avez compris? Autre exemple. Je voulais m'acheter une bicyclette. La vendeuse me dit, monsieur, quelle bicyclette voulez-vous? Voulez-vous cette bicyclette-ci ou cette bicyclette-là? Je lui dis, quelle différence y a-t-il entre cette bicyclette-ci et cette bicyclette-là? Il m'a dit, il y a une différence de selle. C'est-à-dire que la selle de cette bicyclette-ci n'est pas la même que la selle de cette bicyclette-là, comme la selle de cette bicyclette-là n'est pas la même que la selle de cette bicyclette-ci. Je lui dis, donnez-moi cette bicyclette-ci avec la selle de cette bicyclette-là. Il m'a dit, monsieur, la selle de cette bicyclette-ci ne va pas sur cette bicyclette-là, comme la selle de cette bicyclette-là ne va pas sur cette bicyclette-ci. Je lui dis, vous n'avez pas d'autre bicyclette que celle-ci? Elle me dit, si, mais elles n'ont pas d'autre selle que celle-là. Alors je lui ai posé la question subsidiaire. Ont-elles des sonnettes? Il m'a dit, oui, sur cette bicyclette-ci, vous avez cette sonnette-là qui donne le si, et sur cette bicyclette-là, vous avez cette sonnette-ci qui donne le la. Histoire de détendre un peu l'atmosphère, je lui dis, vous n'en auriez pas une qui donne le do bémol? Elle a très mal pris. Ah oui? Ah oui, très mal. Elle m'a dit, monsieur, voulez-vous cette bicyclette-ci ou cette bicyclette-là? J'ai dit, donnez-moi un vélo moteur. Elle m'a dit, lequel? Le rouge ou le vert? J'ai dit, le rouge. Et je suis sorti avec le vert parce que je suis daltonien. Vous êtes daltonien, vous? Ah oui, je suis daltonien, oui. Oui, j'ai toujours été daltonien. Tout petit, j'étais déjà un petit daltonien. Mais il y a beaucoup de daltoniens. Écoutez, je connais un daltonien pervers. Chez lui, tout le principe est inversé. C'est-à-dire qu'il voit comme tout le monde. Un malade. Et tous les écologistes sont daltoniens. Ils voient vert partout. Et quand ils ne voient pas vert, ils voient rouge. Si bien que lorsqu'ils vont voter, ils croient voter vert. Et ils votent blanc. Jean-Claude Ourny, bonjour. Bonjour. Chenevière-sur-Seine, un joli nom pour un joli théâtre. Est-ce que vous pouvez nous le présenter? Alors, Chenevière-sur-Seine, c'est né il y a 13 ans, à présent, même si c'est un chiffre dont on n'ose pas parler. Avec des amis, et puis ça s'est développé petit à petit. Le but premier, ou disons l'idée première de Chenevière-sur-Seine, c'était d'évoquer chaque saison un artiste disparu. La plupart du temps, il n'y a que Pierre Perret qu'on a évoqué, qui est encore vivant. Tous les autres qu'on a évoqués étaient déjà décédés. D'évoquer un artiste disparu, mais qui était en avance sur son époque, et dont le message, pour autant qu'ils aient des messages, disons, les artistes n'ont pas des messages, disons, dont les textes, les paroles, le système de pensée, ou tout ça, est resté actuel. Comme Gabin, Brassens, Jean Villard-Gilles et bien d'autres. Voilà. Eh bien, Jean Villard-Gilles, c'est un spectacle qu'on reprend assez régulièrement avec ma pianiste Christine Slongo. On va le refaire au mois de septembre cette année, à l'occasion de la quinzaine des traditions à Vuilly-les-Lacs. On va le rejouer à Fribourg, etc. Jean Villard-Gilles, la chanson qu'il a un peu projetée sur le devant de la scène, c'est Dollar. C'est une chanson qui a 80 ans à présent. Et ça n'a pas pris une ride, hein. C'est encore d'une actualité brûlante, malheureusement, mais c'est toujours encore ça. Alors effectivement, des gens comme ça, des poètes de la trempe de Gilles, de Brassens, de Brel, ça vieillit pas. Ça vieillit pas, c'était un peu des visionnaires. Brel, quand il chante le diable, ça va. Hein, où on parle de comment les gens sont exploités ou manipulés. On peut la rechanter sans dire, tiens, ce vieillot, ça a passé de mode.
Tous ceux que vous avez repris ont tous un point commun, bon, la langue française, la qualité aussi, la poésie. Hein. Voilà. Moi, je suis un amoureux du texte. Je suis arrivé un peu à la chanson par le texte. D'abord, les premiers textes que j'ai interprétés, c'était du Gilles, justement, La Venoge, Le Miracle de Saint-Saphorin, et puis petit à petit, je me suis mis à chanter aussi. Et puis, je me suis mis d'un chœur mixte parce que j'avais envie de faire du théâtre. Puis, traditionnellement, les sociétés de chœur mixte étaient les seules sociétés culturelles dans les villages, donc c'est aussi eux qui faisaient du théâtre. Et puis, c'est comme ça que je suis venu au chant, que j'en suis venu à travailler un peu plus la voix, etc. Mais c'est surtout par amour du texte. L'année passée, c'était Léo Ferré. Aujourd'hui, c'est un autre grand avec Raymond DeVos. Un sacré défi, non? Vous savez, je crois que c'est un défi chaque fois. Quand on a pris Gilles, là, les gens n'ont pas trop sourcillé, parce qu'ils se sont dit, bon, Jean-Claude, il y a un moment qui fait Gilles, quand même, depuis qu'il a 12 ans, il nous fait un peu du Gilles. Avec son accent vaudois, tout ça. Alors, effectivement, depuis, il faut essayer un petit peu de le gommer, suivant les artistes qu'on interprète. Après, quand on a pris Brel ou qu'on a pris Ferré, presque chaque soir, il y a des gens qui nous ont dit « On hésitait à venir parce qu'on touche pas à Brel. On voulait pas venir parce qu'on touche pas à Ferré. » Et puisque tu nous en as montré, eh ben voilà, on est ravis, on est sous le charme. Ça vient, je crois, surtout du fait que, quelque artiste que ce soit qu'on a évoqué, j'ai jamais fait de l'imitation. Je sais pas faire ça. Il y a des imitateurs qui font ça très bien. C'est une autre catégorie. Moi, j'essaye de reprendre leurs textes, de les réinterpréter à ma manière, mais je fais pas de l'imitation. Alors, peut-être bien que dans les premières minutes, les gens se disent « Ah, mais tiens, mais c'est pas Brel qui est sur scène. Ah, mais c'est pas Brassens. » Eh ben non, c'est Jean-Claude Rondier. Puis il fait ce qu'il peut avec ce qu'il a. Mais après un petit moment, ça passe parce que c'est pas de l'imitation. C'est pour ça que je parlais de défi. Hein. C'est clair, Brassens, Brel, Ferré, on a envie de dire, ils sont inimitables, donc les interpréter, c'est ça qui paraît complètement faux. Peut-être que c'est un peu fou, mais je crois pas qu'on fasse du théâtre, du chant, de la poésie, si on n'est pas un peu fou au départ. Alors je suis peut-être un peu fou, ouais, faut peut-être en parler à mes proches ou à mes tout proches, c'est possible. Avec ce projecteur aussi, on n'y voit que dalle. Éclairagiste! Éclairagiste! Venez réparer ce projecteur, s'il vous plaît. C'est qu'on n'est pas encore au bout du spectacle. Mon éclairagiste. Un cas. Écoutez, l'autre jour, j'étais en train de tailler un morceau de bois. Mon éclairagiste arrive, il me dit « Voulez-vous me passer ce bout de bois, s'il vous plaît ?» Je dis « Lequel des deux bouts ?» Il me dit « Comment ça, lequel des deux bouts? Je vois qu'un bout de bois, passez-moi ce bout de bois. » Je dis « Parce que vous vous exprimez mal. Parce que vous vous exprimez mal. Parce qu'un morceau de bois, ça a deux bouts. Alors il faudrait pas dire le bout de bois, mais les deux bouts d'un bois. » Il me dit les deux bouts d'un bois, d'abord ça sonne curieux, on entend les deux bouts d'un, on ne sait pas s'il s'agit de bout de boudin ou de bout de bois. Je dis mais ne plaisantons pas, mais ne plaisantons pas. S'il s'agissait de boudin, on dirait les deux bouts d'un boudin, on dirait pas les deux bouts d'un bois. Il me dit j'ai toujours appelé un bout de bois, moi passez-moi ce bout de bois. Je lui tends le bout, il tire dessus, il me dit lâchez l'autre bout. Je lui dis voyez bien qu'il y a deux bouts. Il me dit bon, puisqu'il y a deux bouts, il prend le morceau de bois, il le casse en deux. Il a dit, gardez ce bout-ci, moi je prendrai ce bout-là, ça nous fera à chacun un bout. Je lui ai dit, non, ça nous fera encore à chacun deux bouts. Vous avez compris ça? Un bois, c'est irréductible. Vous ne pouvez pas supprimer le bout d'un bout. Vous pouvez casser un bout de bois, un petit bout de petit bout de petit bout, il y aura toujours deux bouts à chaque bout. Ou alors il faut supprimer le bois en entier. Prenez un bout de truc. Vous coupez le bout, il reste un beau bout du truc. Prenez un bout de machin. C'est peut-être le truc qui vous gêne. C'est possible que vous n'ayez pas le truc. Mais si c'est le truc qui vous gêne, on prend un bout de machin, mon petit bonhomme. Pour moi, c'est la même chose. Vous coupez le bout du machin, il reste un bout au bout du machin. Prenez un bout de fil. Un bout de fil de téléphone. Vous coupez le bout, il y a encore quelqu'un au bout du fil. Je sais plus quoi dire, c'est tellement simple. Prenez un bout de bambou. Vous coupez le bout, il reste le banc. J'en ai marre d'être debout. Écoutez, vous prenez
Les gens dans la salle ont compris, eux. Regardez, vous prenez... Allez dans la salle. Regardez. Vous prenez un bout quelconque. Je ne peux pas aller plus loin dans les concessions. Vous prenez un bout. Vous coupez le bout. Vous avez un bout avec deux bouts qui tombent là. Tchac. Ici, il reste un bout. Et là, bon, l'autre bout est coudé, mais enfin, c'est un bout quand même. Ça nous fait un bout à chaque bout, deux bouts par bout. Vous avez compris? Oui, vous avez compris. Bravo, bravo. Oui, je sens que vous avez compris. Bien. Bon, ben expliquez-nous. Vous prenez un bout, vous coupez le bout. Il vous reste un bout avec deux bouts qui tombent là. On a un bout ici, et normalement un bout là. Ce qui nous fait un bout à chaque bout, deux bouts par bout. Vous avez compris? Vous pouvez continuer à discuter entre vous, hein, on ne prend pas ton père, là. Encore une fois. Bon, ben vous prenez un bout, vous coupez le bout, il vous reste un bout avec deux bouts qui tombent là. On a un bout ici et normalement un bout là, ce qui nous fait un bout à chaque bout, deux bouts par bout. Vous avez compris? Vous avez triché. Le bout qui est là, il est à moi. Et le bout qui est à vous, il est là. Mesdames, messieurs, au bout de cette rallonge, vous avez un imbécile qui la tient. Non, c'est pas grave, c'est pas grave. J'aurais dû la lâcher plus vite. C'est de ma faute. Vous savez, je le taquine comme ça, mais j'en pense pas un bout. Non, ce n'était pas le radeau de la Méduse, ce bateau, qu'on se le dise au fond des ports, dise au fond des ports. Il naviguait en perpénard sur la grand-mare des canards, et s'appelait les copains d'abord, les copains d'abord. Ces fluctuates mergitures, c'était pas de la littérature, n'en déplaise aux jeteurs de sorts, aux jeteurs de sorts. Son capitaine et ses matelots n'étaient pas des enfants de salauds, mais des amis franco de port, des copains d'abord. C'étaient pas des amis de luxe, des petits castors et pollux, des gens de Sodome et Gomorre, Sodome et Gomorre. C'étaient pas des amis choisis par Montaigne et la Boétie, sur le ventre ils se tapaient fort, les copains d'abord. C'étaient pas les anges non plus, l'évangile ils l'avaient pas lu, mais ils s'aimaient toute voile dehors, toute voile dehors. Jean-Pierre, Paul et compagnie, c'était leur seule litanie, leur credo, leur confiteor, aux copains d'abord. Au moindre coup de Trafalgar, c'est l'amitié qui prenait le quart, c'est elle qui leur montrait le nord, leur montrait le nord. Et quand ils étaient en détresse, leurs bras lançaient des SOS, on aurait dit des sémaphores, les copains d'abord. Au rendez-vous des bons copains, y avait pas souvent de lapin, quand l'un d'entre eux manquait à bord, c'est qu'il était mort. Oui, mais jamais, au grand jamais, son trou dans l'eau ne se refermait, 100 ans après, coquin de sort, il manquait encore. J'en ai pris beaucoup, et le seul qui ait tenu le coup, qui m'ait jamais viré de bord, mais viré de bord, naviguait en péripénard sur la grand-mare des canards, et s'appelait les copains d'abord, les copains d'abord. Mais c'est vrai que vous allez
de succès en succès. On l'a vu l'année passée avec Léo Ferré, ça a eu beaucoup de succès. Alors Léo Ferré, ça a très très bien marché. On va le refaire en septembre à l'Arbanel. Donc là, il faudra un peu jongler. Hein. On va terminer avec De Vos à la fin août. Début septembre, on reprend Gilles. Fin septembre, on reprend Ferré. Il y aura du travail. Mais c'est aussi une manière de rester un peu agile, si j'ose dire en un mot. Alors parlons de Vos. Qu'est-ce qui vous attire? Qu'est-ce qui vous passionne tant chez ce monsieur? Chez De Vos, ce qui m'a attiré, c'est la même chose que ce qui m'a attiré chez tous les autres. C'est beaucoup de tendresse. De ma part, pour eux. Et puis de la tendresse que eux distribuaient sur scène, sans compter. Les artistes, les vrais, ils n'ont pas de message. Hein, Brel disait, il n'y a pas de message dans les chansons, c'est le facteur qui amène les messages. Et pourtant, hein. Et pourtant. Mais je crois que ils se donnent même pas un exemple. Ils disent, je suis comme ça, j'ai ça à vous dire. Si vous en prenez quelque chose, tant mieux. Si vous en prenez rien, tant pis. Vous aurez peut-être quand même passé un bon moment. Et puis, ça suffit déjà en soi. Après, au bout de ça, il y a quand même, comment dire, De Vos, disons, ce qui m'a énormément touché chez lui, eh ben, c'est qu'il vous fait rire, c'est qu'il vous fait pleurer. Il a un humour qui reste toujours un humour sain. On rit vraiment de bon cœur quand on rit. Des fois, on rit un peu jaune parce qu'on dit « Ouh, là, il m'a touché un endroit où j'aurais bien aimé qu'on me touche pas. » Mais c'est jamais en dessous de la ceinture, c'est jamais dans la facilité. Puis quand je dis c'est pas dans la facilité, alors c'est pour De Vos, c'est vraiment le cas de le dire. Hein. C'est jamais très facile. Il y a beaucoup de textes qu'on comprend bien, la deuxième ou à la troisième écoute. À la première écoute, on en a compris un peu, et ça va toujours plus loin. En même temps qu'une énorme poésie. Il y a des sketchs qui se terminent sur juste un geste de poésie. Il dit, mais où il a été chercher ça? Il nous touche autant par l'humour que par la tendresse. Et puis après, mais c'était un type qui était tellement polyvalent. J'ai pas compté le nombre d'instruments qu'il maîtrise, mais on peut y aller un moment. Hein. Alors un gaillard qui joue, du piano, du tambour, du clairon, de la clarinette comme un virtuose, de l'harpe. Enfin, on peut être qu'admiratif devant quelqu'un comme ça. J'ai lu ce qu'il a répondu, lui, au questionnaire de Proust. Enfin, bon, voilà, c'est des questions un peu... Si vous étiez ceci, si vous étiez cela, quel est vous... Bon. Alors, lui dit, le jour le plus heureux de ma vie, c'est le jour où j'ai compris que j'étais accepté comme je suis et aimé. Mais je veux dire, une fois qu'on a dit ça, il n'y a plus de message à dire, il n'y a plus rien à dire. À ce moment-là, on peut se taire. Hein. Qui c'est qui rêve pas un jour de pouvoir dire la même chose? De dire, on m'accepte comme je suis, on m'aime. Voilà. Après, il n'y a plus besoin de démontrer quoi que ce soit. Je vais vous faire une petite sonnerie. L'attaque. L'attaque. Qu'est-ce qu'il y a? Chaque fois que je sonne l'attaque, je repense à mon grand-père. Parce que mon grand-père a rendu son dernier souffle dans ce clairon. Sur le champ de bataille, s'il vous plaît. Il sonnait l'attaque et l'ennemi a attaqué. Alors il a pris un boulet dans le pavillon, il a avalé l'embouchure et il a rendu l'âme. Alors quand on a ramené son clairon à sa veuve, elle a dit « Mais aussi, quelle idée d'aller faire de la musique dans un moment pareil !» Elle n'avait pas compris. Alors mon père a repris le flambeau. Parce que mon père a fait toutes les guerres en tant que clairon. Il a sonné toutes les attaques de la guerre de 14-18 et toutes les retraites de la guerre de 39-40. Et il est mort à la retraite d'une attaque dans son lit. Le destin des gens. Attention, c'est important une sonnerie, c'est important. Faut pas se tromper. Exemple. Ouvrez le banc. Etc. Fermez le banc. C'est la même chose.
Alors le soldat qui n'a pas entendu qu'on ouvrait le banc, et bien quand on le ferme, il croit qu'on l'ouvre. Et quand on l'ouvre à nouveau, il croit que c'est la fermeture et il rentre chez lui. Et bien c'est comme ça qu'on perd les guerres. D'ailleurs, les clairons, excusez-moi, j'allais dire ils sont tous sonnés. Mais en ce qui concerne mon voisin, c'est vrai. Mon voisin, c'est mon professeur de clairon. Alors déjà pendant la guerre, il était porte-drapeau. Il a tellement pris l'habitude de brandir un drapeau que depuis qu'il ne brandit plus, il est hébété. Parce qu'un homme qui ne brandit plus, il est hébété. Quelquefois j'entends sa femme qui lui dit « Mais brandis autre chose !» Alors lui, non, c'est un drapeau ou rien. Lui dit « M'accroche un drap blanc au bout d'un manche à balai, brandis-le !» Alors lui, capituler, jamais. En plus de ça, il n'a pas d'oreille. Dites un professeur de clairon qui n'entend pas ce qu'il joue. Quelquefois, il me dit « Écoutez, on perd un temps fou. » Et encore, là, il me dit « Écoutez. » Quelquefois, il me dit « Oyez, oyez. » Oyez. Ça vient du verbe ouïr. Le verbe ouïr. Au présent, ça fait joie. Joie. Mais si au lieu de dire j'entends, je dis joie, les gens vont croire que ce que j'entends est joyeux, alors que ce que j'entends est particulièrement triste. Il faudrait préciser. Dieu, que ce que joie est triste. Joie. Tu vois? Tu vois mon chien qui aboie le soir au fond des bois? Éloi. Oyons-nous? Vous oyez, ils oient. C'est bête. Loi, oie. Et loi, loi. Ce que nous oyons, loi, loi-t-elle? Si au lieu de dire l'oreille, on dit Louis, alors Louis de loi, ah oui. Pour peu que loi appartienne à Louis, alors Louis de loi de Louis, ah oui. Ah oui? Et qu'à oui, Louis de loi de Louis? Eh bien là, oui, ce que tout toi, wa. Et quoi, wa, tout toi? Eh bien, tout toi, wa, quand mon chien aboie le soir au fond des bois, tout toi, wa, quelle loi, loi. Au passé, ça fait jouis. Jouis. Eh bien, il n'y a vraiment pas de quoi. Pour bien réussir votre spectacle, vous avez dû un peu rentrer dans son personnage, donc devenir un peu comme vous venez de dire. Accepter et aimer, j'essaye de m'accepter comme je suis. C'est pas toujours très simple, que je sois aimé ou pas. Vous savez, on trille un peu ses spectateurs, ou bien on se façonne un public avec les années. Il y a les gens qui m'aiment bien et qui viennent. Il y a les gens qui aiment bien De Vos et qui viendront ou pas parce qu'ils ont peur qu'on y touche, ou bien ils y viennent par sympathie pour les textes. Mais à part ça, il y a des gens qui m'aiment pas et puis qui viendront pas. Ça fait rien. Sur 6 milliards d'habitants, 7 milliards que la Terre compte, il y a encore de quoi remplir notre salle. Vous avez dû rentrer quand même dans son personnage depuis plusieurs semaines, depuis plusieurs mois. Depuis bientôt une année. Hein, Est-ce que ça laisse des traces? Je pense que ça laisse un peu des traces, oui. Tous ceux que j'ai interprétés laissent un petit peu de leur patte sur moi. Faire du théâtre, c'est aussi continuer à se cultiver. Et la culture, je crois, c'est ça qui façonne un homme, un être humain. D'entendre tout d'un coup certaines vérités, de les comprendre un peu plus profondément, à force de les répéter, on dit, mais tiens, mais pourquoi il met ce mot-là après celui-ci? Pourquoi il dit les choses de telle manière? Et puis ça fait lentement son travail en profondeur. Effectivement, oui, ça laisse des traces. À part ça, ben évidemment, on choisit pas toujours les artistes complètement par hasard. Léo Ferré, quand je me suis attaqué à lui, c'est parce qu'il y a au fond de moi une petite fibre anarchiste quand même. Si j'étais absolument dans la ligne, dans tout ça, bien comme il faut, eh bien évidemment, j'aurais pas pu l'aborder. Qu'est-ce que vous avez de Raymond DeVos, hein? De Raymond DeVos, il paraît que j'ai des fois un humour un peu décalé, ça fait pas toujours rire tout le monde, du reste. J'ai, je pense, un peu comme Raymond DeVos, ben, la passion de la poésie, la passion du mot.
Je suis tombé amoureux fou à 12 ans de Victor Hugo, ça aussi, ça laisse des traces. Et puis cet amour du texte, c'est peut-être ce qui me rapproche un peu de Vos. De Vos aimait beaucoup Brassens. Et moi, j'aime beaucoup Brassens aussi. On a comme ça quelques points communs. Alors là, ça fait qu'on s'entend bien. La caméra est braquée sur un des portraits de Vos. Je le trouve, regardez-le, il a une tendresse dans son sourire, dans ses yeux. Il y a des gens qui nous ont dit « Oh, De Vos, vous savez, moi, quand je le voyais passer à la télévision, j'éteignais, je zappais parce que il était vilain, il était gros, il transpirait. » Mon Dieu, mais on pourrait aller plus loin que ça quand même, que s'arrêter aux apparences extérieures. Il y a autre chose dessous, sous le masque, sous le vernis, sous tout ça. Et ce qui reste de Vos, une fois qu'on oublie un peu tout ça, et on l'oublie très vite, c'est la tendresse, c'est l'humour, c'est une main qui est tendue toujours vers les gens pour dire à tout le monde, vous avez tout ce qu'il faut en vous pour vous amuser. Il n'y a pas besoin de prendre des antidépresseurs ou de passer des heures. Mon Dieu, je sais pas ce qu'il aurait dit s'il était encore là aujourd'hui avec la folie de l'internet. On peut plus se promener nulle part sans que les gens mettent un écran. On peut pas le dire autrement. C'est un écran au double sens du terme. Hein. Un iPod, un iPad, un n'importe quoi. On n'est plus en communication avec les gens. J'ose pas imaginer les sketchs que De Vos aurait fait là-dessus en voyant cette dérive. Alors, ouais, voilà. Mesdames, Messieurs, je vais vous faire un numéro exceptionnel que je fais très rarement parce qu'il est très dangereux. Voici 2 œufs sur le plat d'aujourd'hui que je vais me coller sur les yeux. Sans faire tomber les deux œufs sur le plat, je vais sauter sur le piano à pieds joints. Oui. Et je vais redescendre en saut périlleux arrière. Musique. Psst. Qu'est-ce qu'il y a? On le fait plus, ça. Ah, c'est supprimé. Merci de me l'avoir soufflé. J'ai de la chance de vous avoir. Mon éclairagiste aussi, j'ai de la chance de l'avoir. Déjà, quand je l'ai connu, il était souffleur dans un théâtre. Il soufflait leurs textes aux comédiens quand ils avaient un trou de mémoire. Avant, à l'avant-scène, il y avait un trou qu'on appelait le trou du souffleur. Lui, il était dedans et il soufflait. Moi, j'étais devant et je faisais un numéro de mime. Je mimais la marche contre le vent. Un fort vent debout. Et lui, il soufflait. Et à un moment, le souffleur a eu un trou. Plus de vent. Plus de marche. Alors j'ai soufflé. Soufflez, soufflez. Le public, du vent, du vent. Je dis, mesdames, messieurs, le souffleur étant à bout de souffle, il est sorti prendre l'air. Si vous voulez que je reprenne la marche contre le vent, il vous faudra souffler vous-même, mesdames, messieurs. Et tout le public a soufflé. Je peux vous le refaire. Je la fais assez bien, sans me vanter. À 3, vous allez tous souffler, et moi je reprendrai la marche contre le vent. Dans la même direction. À 3. 1, 2, 3, soufflez! Pas si fort! Que j'ai failli m'envoler. J'ai beaucoup maigri. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Je peux presque la fermer. Avant, elle m'arrivait là. Maintenant, elle m'arrive là. J'ai terriblement maigri. Grâce à un pari que j'ai fait et que je ne regrette pas. Figurez-vous qu'à la fin d'un très bon repas, alors qu'on amenait les desserts, un des convives me dit, monsieur, pourquoi n'écrirez-vous pas un monologue sur la fin dans le monde? Je dis, monsieur, parce que ça ne serait pas drôle. Il m'a dit, si c'est vous qui l'écrivez, les gens vont mourir de rire. Je dis, s'il y a que ça pour les amuser, d'accord, je m'y mets. Et tout de suite. J'ai repoussé mon assiette, je me suis levé de table, et je suis rentré chez moi. Comme j'avais un peu oublié ce que c'était que d'avoir faim, j'ai fait maigre.
C'est-à-dire, j'ai jeûné, j'ai jeûné. Ça s'est vu tout de suite. L'entourage, tiens, le vieux jeune. Quand je me suis senti le ventre creux, j'ai compris que la fin était proche. Alors j'ai écrit le début de la fin. J'ai écrit « Il était une fois la fin ». Et jusqu'à la fin, je n'ai fait que parler de la fin, la fin, la fin, la fin, la fin. Et à la fin, j'ai été pris d'une telle fringale, j'ai fourré mon manuscrit dans la poche et je me suis précipité vers la boulangerie la plus proche. Et devant la porte, il y avait un pauvre qui mendiait « Monsieur, s'il vous plaît ». Là, j'ai répondu ce que je réponds toujours en pareille circonstance. J'ai déjà donné. Il me dit « Oh, pas moi. Je suis un nouveau pauvre. Je ne suis encore sponsorisé par personne. » Que ne le disiez-vous? J'ai sorti une piécette de ma poche, je l'ai donnée en disant « Dites bien partout que c'est moi qui vous l'ai donnée. » Il est entré dans la boulangerie. Je me retourne. Et qu'est-ce que je vois derrière la vitrine, au milieu de pâtisseries de toutes sortes? Un millefeuille, épais, comme ça, avec du sucre glace blanc et de la crème qui dégoulinait entre chaque feuille. Et là, j'entends une voix intérieure qui me dit « Tu ne vas tout de même pas manger ce millefeuille à toi tout seul ?» Et une autre voix intérieure qui me dit « Chiche !» J'en étais bien capable. Et une troisième voix intérieure qui me dit « Tu vas partager ce millefeuille en 3. Tu en donneras 2 tiers au tiers-monde et tu garderas le dernier tiers pour toi. » Là, j'ai dit « Je veux pas marchander, mais 2 tiers pour le tiers-monde. Est-ce que ça ne fait pas un tiers de trop? Et puis, est-ce que ça leur parviendra? Pour peu qu'il y ait un intermédiaire indélicat qui se fiche du tiers-monde comme du quart et qui débille un des 2 tiers à des fins personnelles. Je préfère manger les 3 tiers en entier, au moins je sors où ça va. Et puis la question s'est posée, où manger un pareil millefeuille? Mais on ne peut pas manger un pareil millefeuille devant tout le monde. Ce serait indécent, indécent. Faut se cacher, faut se cacher. Mais où se cacher? Dans l'église? Ah oui, tiens, dans l'église. Oui, mais si le curé me surprend, ah ben je ferai semblant de feuilleter. Il me dira amen. Je dirai ah non. Alors où se cacher? Derrière une colonne? Ah oui, tiens, derrière une colonne. Mais derrière une colonne, il y a Dieu là-haut, qui vous voit, lui. Alors, on joue les dents Camillon? Moi qui te prenais pour la crème des hommes. Mon Dieu, ce ne sont que de pauvres feuilles? Oui, mais il y en a 1000. Pense à ceux qui ont faim, hommes de peu de foi. Pour ta pénitence, tu me copieras 100 fois le mot faim et 100 fois le mot foi. J'ai dit, je ferais peut-être mieux de prendre une religieuse. Je me retourne et qu'est-ce que je vois derrière la vitrine? Une religieuse, une vraie, authentique, nappée, coiffée, avec 2 gaufrettes, 2 cornettes. Elle désignait mon millefeuille du doigt. Là, j'ai frappé à la vitrine et j'ai dit hey, ma soeur, il est à moi ce gâteau. Je vais faire une croix dessus. Comme elle semblait ne pas comprendre, j'ai essayé de détourner son regard. Prends pas ce millefeuille qui est là. Prends la tarte qui est à côté. La tarte. Tu vas la prendre, la tarte. Pour plus de sûreté, je suis rentré dans la boulangerie et là, j'entends la religieuse. Donnez-moi 24 nonnettes. C'est pour les pauvres de la paroisse. Et la vendeuse. Et vous, madame? Donnez-moi 12 babas au rhum. C'est pour mes pauvres. Et dans son coin, il y avait mon pauvre qui disait « S'il vous plaît, est-ce que je pourrais avoir ?» Et la vendeuse « Une seconde, s'il vous plaît. » Et vous, madame? Donnez-moi 12 éclairs au chocolat. C'est pour mes pauvres. Et dans son coin, il y avait mon pauvre qui disait « S'il vous plaît, est-ce que je pourrais avoir ?» Et la vendeuse « Une seconde, s'il vous plaît. » Et vous, madame? Pour mes pauvres, je voudrais des chaussons aux pommes. Combien? 15 paires. Et dans son coin, il y avait mon pauvre qui disait « S'il vous plaît, est-ce que je pourrais avoir ?» Et la vendeuse « Une seconde, non? Vous voyez bien que tout le monde s'occupe de vous. »
Et vous, monsieur? Moi, je voudrais ce millefeuille qui est là. Je lève les yeux, et qu'est-ce que je vois de l'autre côté de la vitrine? Deux yeux de gosse qui me regardent. Un pauvre visage d'enfant, blême, amaigri. Ça m'a rappelé ces images que je croyais avoir oubliées, effacées de mon esprit. Ces enfants qui meurent de malnutrition. C'est pas supportable. C'est pas supportable. Alors j'ai dit, là on ne rit plus. Là on ne peut plus rire, mesdames, messieurs. C'est fini. J'ai vaguement entendu la vendeuse qui me disait, c'est pour consommer tout de suite? J'ai dit non. Non, madame, c'est pour offrir. J'ai payé mon millefeuille, je l'ai emporté, je suis sorti de la boulangerie et je l'ai donné au gosse qui me regardait. Ce qui m'a fait le plus plaisir, c'est qu'il est allé se cacher derrière moi pour le manger. D'autant que des gens s'étaient arrêtés. Il y avait une maman qui disait à sa petite fille, tu le reconnais? C'est le comique qui fait la grève de la faim pour nous distraire. Et la petite fille, maman, qu'est-ce que ça mange un comique? Là, l'homme de spectacle que je suis a repris le dessus. J'ai sorti mon manuscrit de la poche, j'ai mordu dedans à pleines dents, j'ai dit, il est bon. Et je l'ai tout mangé, feuille après feuille, sauf la dernière. Alors les gens qui veulent toujours connaître le mot de la faim, pourquoi ne mangez-vous pas la dernière feuille? Et la part du pauvre?